Selon un cliché tenace, l'Afrique manquerait d'eau à cause de la sécheresse. En réalité, les véritables problèmes du continent se situent ailleurs. Les gens migrent vers les villes. En 2020, un Africain sur deux vivra en milieu urbain. Quelles sont les conséquences de ce processus sur l'approvisionnement en eau des grandes agglomérations? Je choisis de venir à Bamako, la capitale du Mali. C'est l'une des villes avec le plus fort taux de croissance du continent. 100 000 habitants en 1960 contre 2 millions aujourd'hui. Traversée par le fleuve Niger, l'un des plus grands d'Afrique, la ville n'a pas de problème de ressources. Mais elle n'a pas les moyens de la fournir à une grande partie de ses habitants. À chacun de se débrouiller pour se procurer l'eau dont il a besoin. À Bamako, on trouve toutes les formes d'alimentation en eau que les hommes ont imaginées au cours des siècles. Le centre-ville est desservi par le réseau public. Ici, on ne rencontre pas de problème. En s'éloignant du cœur de la ville, des points d'eau collectifs sont de plus en plus nombreux. Eux aussi sont alimentés par le réseau de la ville. Mais l'eau y est payante. Plus loin, à la périphérie, il faut aller chercher l'eau au puits. Ces eaux de qualité très douteuse sont malgré tout appréciées car elles sont gratuites. Loin du fleuve et de la ville, les quartiers les plus pauvres n'ont souvent aucune infrastructure. Les gens se débrouillent avec des petites sources d'eau de surface qu'ils creusent eux-mêmes. Pourquoi une telle précarité alors que tant d'eau traversent la ville? Au bord du Niger, le responsable technique d'énergie de Mali, société de distribution d'eau de Bamako, m'explique la situation. Donc cet ouvrage là-bas au milieu du fleuve, c'est la tour de captage. C'est là où on commence à prendre l'eau dans le fleuve Niger. Donc on appelle ça de l'eau brute parce que ça vient directement du fleuve. Donc c'est à partir de cet ouvrage, donc, on alimente cette station, ce bâtiment-là. Et de là, donc, on l'envoie vers la ville. C'est très simple. Il y a la capacité de production de l'EDM qui est de 155 000 m3 par jour en pointe à la station. Et la demande, c'est ce dont les gens ont besoin, c'est dans 165 000, c'est 165 millions de litres. Voilà. Donc il y a un gap de 10 millions de litres par jour qu'il faut combler. Ce sont des estimations, hein, parce que ceux qui ne sont pas raccordés au réseau, personne ne connaît. Hein, mais il y a plein de gens qui aimeraient avoir l'eau, bon, qui, pour X raisons, soit ils n'ont pas le réseau à côté, donc ils ne peuvent pas se brancher, soit ils ont le réseau à côté, mais ils n'ont pas l'argent de raccordement. Le problème, c'est les investissements. C'est le développement de la ville est tel que les investissements nécessaires n'ont pas suivi les extensions des réseaux. Et là, on parle de milliards de francs CFA pour poser des canalisations, pour construire des stations de pompage. C'est tout. Il n'y a même pas de problème de ressources humaines parce que nous avons les techniciens qu'il faut, les techniciens de l'eau qu'il faut pour conduire nos systèmes. Eau et argent, un couple inséparable. La solution au problème de capacité porte un nom, Kabala, une grande station d'eau potable qui alimenterait toute la ville. Un projet déjà mythique, à force d'être repoussé d'année en année, faute de financement. La construction des infrastructures est à la charge de l'État, représentée par Madame Lee, la responsable de toutes les eaux du pays.
Nous avons réalisé cette étude depuis 2003 et aujourd'hui, il se trouve qu'il faut actualiser cette étude. On doit l'actualiser. On doit aussi ajouter le réseau de distribution qui ne faisait pas partie du projet de Kabbalah, qui va nous ramener de 65 milliards à environ 150 milliards de francs CFA, parce qu'il faut apporter l'eau aussi aux bénéficiaires. Et donc, nous avons un réseau à faire dans tous les quartiers de Bamako qui n'ont pas de réseau d'eau et d'amener l'eau par les bornes fontaines ou des branchements particuliers aux populations. Et aujourd'hui, non seulement nous n'avons pas atteint des annonces pour la totalité du financement, mais aussi, même ce que nous avons acquis, nous ne pourrons pas avoir la réalisation d'une station de Kabbalah avant 2012. L'attente des garanties et des crédits internationaux est tellement longue qu'il faut réévaluer régulièrement les devis. En attendant Kabbalah, l'État a décidé d'agir. Parmi les solutions d'urgence, des usines dites compactes. Ensuite, cette eau qui va arriver sur la station, elle va subir un traitement. On va l'épurer, enlever toute la saleté, les MES qui sont là-dessus, puis filtrer. L'ingénieur qui dirige les travaux de construction, Omar, me présente avec fierté cette unité. Il en installe partout dans le monde. Je le trouve très disponible. Il m'apprend que du matériel est bloqué dans des containers quelque part entre le Sénégal et Bamako. Omar a donc tout son temps pour me faire découvrir les lieux. Et la visite continue. Cette machine fait ce qu'une grande station doit faire, mais rapidement, très très vite. Son installation est rapide, ne nécessite qu'une plateforme. À partir du moment où on a posé la plateforme en béton, on peut poser la station et dans les jours qui suivent, on a une station. À partir du moment où on l'a installée, ça marche tellement bien que bon, ça reste. Et les gens en commandent d'autres parce qu'ils voient que c'est une urgence, mais ça répond à un besoin. Le besoin qui est là et le prix n'est pas le même avec une station en génie civil. Donc, selon les moyens qu'ils ont, des fois, par exemple au Gabon, c'est même plus de l'urgence, ils ont adopté cette philosophie de station compacte. Pour un peu, je lui en achèterai une. En attendant, il me fait part de sa longue expérience de travailleur de l'eau. Là, on est dans la bâche. C'est une bâche de stockage d'eau qui fait 600 mètres cubes. Et les gens qui ont l'habitude de boire l'eau du fleuve, ils boivent l'eau du fleuve avec ses bactéries, avec ses MES, avec tout ce qui est dedans. Et nous, qu'est-ce qu'on fait dans le traitement? On enlève ces bactéries, on enlève ces MES, on rend l'eau potable selon les normes OMS. Donc, cette eau n'a pas... Si ces gens boivent l'eau maintenant avec du chlore, eh bien, il va y avoir, le chlore va attaquer la protection qui existe dans leur flore intestinale. Donc, aussitôt, ils ont des diarrhées. Mais ça ne dure pas longtemps. Une fois que le flore intestinal est débarrassé de ces bactéries, après, ça va passer. Mais des fois, ça peut créer des situations embarrassantes où j'ai vu des gens venir me dire que je leur ai fourni de l'eau qui n'est pas bonne, que j'ai essayé de les tuer. Ça, c'est la blague, quoi. Il faut leur expliquer que c'est le chlore, il faut attendre un peu. Avoir le fleuve et avoir de l'eau potable, c'est un peu différent. De faire aussi des stations potables seulement et ne pas avoir de réseau, ça aussi c'est un paradoxe. Quand on a une station potable, il faut pouvoir distribuer l'eau à la population, donc il faut faire des réseaux. Que se passe-t-il sans réseau de distribution? Les lacunes du service public offrent un vaste champ à une économie parallèle qui s'organise autour des robinets. Depuis peu, les particuliers créent leur propre mini-service de l'eau. L'image d'un profiteur néolibéral en tête, je cherche un de ces investisseurs privés. Je tombe sur Mai Koulibaly, qui ne correspond pas tout à fait à l'idée que je me faisais d'un marchand d'eau. C'est mon robinet. Il est ouvert de 5 h du matin à 10 h du soir. On prie Dieu pour avoir plus de robinets. La plupart des gens qui m'achètent de l'eau la revendent à d'autres qui n'ont pas accès à l'eau. En quoi consiste l'investissement de Mai? Elle paye le raccordement au réseau municipal qui passe à 200 mètres de chez elle, ainsi que le robinet. Ensuite, elle vend l'eau du service public avec une petite plus-value. Il faut d'abord demander un formulaire à la police, ensuite à la voirie,
Et enfin, on se présente à la mairie. On retourne à la police qui visite l'emplacement avec le service d'hygiène. Puis on dépose le dossier à l'Énergie du Mali. Je vends des bananes au marché en ville. J'ai investi mes économies dans les robinets. Je peux gagner 150 000 francs CFA par mois. Les deux rapportent, mais avec l'eau, il n'y a pas de risque. C'est ici que je veux installer ma deuxième fontaine. Alors, tu vas devenir une femme d'affaires? Oui, j'aimerais bien. Le plus grand risque pour un propriétaire de point d'eau est la faible fiabilité du réseau public. Pour faire marcher leur affaire, les investisseurs en robinet embauchent des gardiens. Anna fait ce travail. Son rôle, ne pas rater l'arrivée de l'eau. L'eau n'arrive que la nuit. Depuis 2 jours, elle coule à nouveau. Hier, elle est arrivée entre 11h et 16h. Aujourd'hui, il n'y en a pas eu du tout. Ça fait 2 ou 3 mois que je ne suis pas payée parce que le robinet n'a pas coulé depuis 2 mois. Je me réveille tous les soirs pour vérifier. Je vais ouvrir les robinets. Je peux me lever 3 ou 4 fois par nuit. Mais il n'y en a toujours pas. Quand le propriétaire vient récupérer l'argent, je lui dis qu'il n'y a pas eu d'eau, alors il s'en va sans me payer. Il était 22 heures quand Anna s'est couchée. Elle s'est relevée à minuit et demi. L'eau est arrivée à 2 heures et s'est arrêtée de couler peu avant 6 heures du matin. Cette nuit-là, Anna n'a pas eu le temps de remplir tous les bidons. Il y en avait 78. Les gens viennent récupérer leurs bidons. Je demande parfois à mes enfants de venir, comme ça ils surveillent, et les gens les paient. Hier encore, quelqu'un a vidé un bidon pour récupérer l'eau. Il y en a qui prennent carrément le bidon d'un autre. Il y a des voleurs. C'est un péché. Quelqu'un passe la nuit à travailler et d'autres volent. C'est mauvais. C'est dans cette situation que le riche qui a l'eau chez lui, il va payer moins cher que celui qui achète avec des revendeurs qui doublent chaque fois le prix parce que les gens en ont besoin. C'est une situation d'inégalité qui existe et c'est justement la raison pour laquelle l'État est en train de mettre en œuvre ces mesures d'urgence pour que l'eau soit proche des utilisateurs et que tous les centres semi-urbains, tous les centres qui ont plus de 10 000 habitants bénéficient d'un réseau d'approvisionnement à l'eau potable. Comment se traduisent ces mesures gouvernementales sur le terrain? Dans un quartier périphérique de Bamako, des camions s'installent pour effectuer un forage dans la nappe souterraine. Les travaux sont effectués sous la direction d'un ingénieur géophysicien.
l'emplacement pour le forage est désigné. Tout est prêt quand l'arrivée d'un personnage agacé provoque une certaine agitation. Il s'agit du maire de la commune. Mais c'est le risque du matériel. Il y a le risque du matériel. Il y a les études techniques. Parce qu'on a fait ce qu'on appelle la prospection géophysique. Nos projets doivent prévoir certaines incidences par rapport à l'imprévu. On peut ajuster par rapport à ça. Quel est le problème? Les travaux n'ont pas été coordonnés entre la mairie et les travaux publics. Le maire fait valoir des plans d'urbanisme. L'ingénieur a des soucis techniques. Tous les deux courent après une ville anarchique qui s'étend trop vite. Du coup se pose la question, mais où faut-il forer? Ici? Plutôt par là? Les avis divergent. Là, c'est vraiment impossible. Finalement, ils se mettent d'accord. Les travaux peuvent démarrer. Merci bien. On compte sur toi. Avec ces travaux, le Mali espère atteindre les objectifs du millénaire formulés par les Nations Unies en l'an 2000. Accès à l'eau ne veut pas dire un robinet individuel dans chaque maison, mais un point d'eau à moins de 200 mètres de l'habitat. Dans le monde, une personne sur 5 n'a pas accès à de l'eau saine. L'ONU espérait réduire ce chiffre de moitié à l'horizon de 2015. Elle a peu de chances d'y arriver. Pour chaque nouveau puits creusé quelque part, un autre s'arrête de fonctionner, faute d'entretien ou de renouvellement de l'équipement. La ressource existe. Parce que chez nous, nous mobilisons à peine 2% des ressources disponibles. Ça veut dire que c'est énorme. Mais il faut avoir les moyens de les mobiliser pour que tout le monde ait accès. L'eau qui jaillit vient de 110 mètres de profondeur. Une petite pompe mécanique va bientôt desservir ce quartier. Demain, ailleurs, l'ingénieur et son équipe continueront leur travail au rythme d'un puits par jour, quand tout se passe bien. Bamako est dépassé par l'afflux de population et le manque d'argent. Un équilibre fragile s'est maintenu grâce au système D. Mais aujourd'hui, le Mali veut changer la donne et se mobilise avec les moyens qui lui sont accessibles pour mieux répartir la ressource commune.